Welcome to the CEFI Summit Europe, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the CEFI Summit Europe is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. You are looking at management teams and leverage buyouts, the art of divestment, preparation to LBO funds, business plan, negotiation, and optimization of the upcoming deal. Introducing le sujet, donc, c'est l'art de céder une participation. Alors, une participation, soyons clairs là aussi, on peut détenir des participations majoritaires ou des participations minoritaires. Assez classiquement, dans le métier du LBO, on prend des participations majoritaires, que ce soit à l'occasion de la cession d'une filiale d'un grand groupe, par exemple, ou que ce soit à l'occasion de la cession d'une entreprise familiale qui auparavant était autonome. Mais il y a aussi des transmissions de participation, des cessions de participation minoritaires qui peuvent être organisées à travers les techniques du LBO. Et c'est, en tout cas dans le domaine des petites entreprises, les entreprises moyennes, qui est un des domaines où le groupe Syparex est particulièrement actif, il y a de plus en plus d'opérations minoritaires qui obéissent à des techniques du LBO. On a en France, depuis quelques années, un foisonnement des opérations. On doit certes à notre imagination, mais qu'on doit aussi à la qualité des intermédiaires et des consultants qui entourent les entreprises et qui nous permettent de réaliser ces opérations. Enfin, troisième point par rapport au sujet, l'art de céder une participation, donc minoritaire ou majoritaire, dans une société de côté, à un fonds de LBO. Je crois que ce qui est important quand on monte une opération de LBO, c'est de voir que dans la mesure où le financement se fait en partie avec un endettement, il y a un effet de levier, il va falloir transformer la gestion financière de l'entreprise, on va le dire dans quelques instants encore plus, Romain Boisson-Michel vous en parler, il va falloir adopter une culture de cash pour pouvoir rembourser l'endettement et pour pouvoir gagner la partie dans ce cadre dans le cadre de ce LBO. Et non seulement il va falloir transformer la gestion financière, mais pour le faire, le rôle fondamental est celui du management de l'entreprise. C'est celui du management qui, à travers le business plan qu'il va élaborer, va convaincre les acteurs du LBO. Donc, on peut dire que ce qui distingue le LBO d'une opération de capital investissement classique, du capital développement par exemple, c'est quand même très largement le fait que, étant financé en partie par la dette et reposant sur un effet de levier, il est indispensable de transformer les gestions financières de l'entreprise pour adopter une culture de cash. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, M. Douane, avec bien, et puisque vous êtes chef d'entreprise sous LBO, comme on dit, et le rôle du management est fondamental. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On va peut-être passer au slide. Pourquoi céder une participation à travers un LBO? Bon, il est vrai que je répète le slide, que recourir à un LBO est quelque chose d'assez récent dans la vie des entreprises en France. Auparavant, c'est une technique qui n'était pas répandue. Assez classiquement, lorsqu'on veut céder une participation minoritaire ou majoritaire, on cherche des industriels ou on cherche l'introduction en bourse. Il est certain que les sorties industrielles et les sorties en bourse ont historiquement offert des valorisations tout à fait attractives. Maintenant, c'est moins le cas. Et puis, par ailleurs, attention, lorsqu'on réalise une opération de LBO, aux conflits d'intérêts qui peuvent naître entre le cédant et le management de l'entreprise. Le cédant, bien sûr, est tenté d'optimiser sa participation. Le management de l'entreprise qui va rester dans la boîte et qui va d'ailleurs participer
participer au LBO, souvent en investissant directement ou indirectement, et d'autre part en bénéficiant de packages de rémunération assis sur les performances de l'entreprise, le management est forcément d'une certaine mesure en conflit d'intérêt avec celui qui cède. Simplement, il est dit dans cette salle un truc assez marrant, les fonds peuvent payer plus cher que les industriels. Je voudrais insister là-dessus. Attention, on n'est pas dans une économie. Il faut éviter la bulle de LBO qui payerait trop cher pour des affaires, parce que le jeu, à force de se passer le biscuiterie à quelqu'un qui payera in fine les excès des LBO montés sur la base d'évaluations trop fortes. Cela étant, petit 1, dans la mesure où il y a un effet de levier, on peut jouer quand même là-dessus pour éventuellement accepter des paiements, des prix un peu plus élevés, mais il faut rester raisonnable. Et puis, il y a en ce moment des raisons conjoncturelles. Beaucoup de fonds de LBO ont levé des sommes tout à fait importantes sur le marché, et de ce fait sont un peu en manque d'investissement, et ceci pousse les prix à la hausse. Mais là aussi, il peut y avoir un phénomène de peu de bulle. Alors, le rôle du management dans un LBO, il est forcément déterminant. Je passe sur les situations qui peuvent se présenter en fonction des raisons qui ont incité à chercher un acteur extérieur, un actionnaire extérieur. Ça peut être une transmission patrimoniale de l'entreprise, ça peut être l'idée de promouvoir des cadres dans l'entreprise, cadres dirigeants ou cadres intermédiaires. Il est fondamental de noter qu'une opération de LBO, elle repose essentiellement sur le management de l'entreprise, et c'est lui qui va vendre à son futur actionnaire un plan de développement qui doit être crédible. Alors nous sommes là pour nous assurer de la crédibilité du plan de développement, mais il est fondamental que le plan de développement repose sur des bases extrêmement solides, et ça c'est extrêmement important. Toute entreprise n'est pas susceptible de faire l'objet d'un LBO. Le LBO, ce n'est pas la solution. Je me rappelle, puisque je suis ancien de la Commission, il y a une quinzaine d'années, un certain nombre de banques avaient développé des LBO dans la France profonde. Chaque fois qu'un chef d'entreprise de PME un patron de PME avait un problème de succession, on lui montait un LBO. J'ai toujours pensé que le LBO, c'est une situation transitoire. Quelques années après, il y aura de nouveaux actionnaires qui viendront dans l'entreprise. Donc il faut toujours penser au coup d'après. Il ne faut pas que l'entreprise ressorte exsangue du LBO. Il faut au contraire qu'elle puisse présenter des avantages à celui qui prendra le relais ou à l'occasion d'une introduction en bourse au marché financier. Donc il faut des managements forts. Il faut à la fois des managements forts quand on monte un LBO, parce que ce sont eux qui ont la vision de l'avenir de l'entreprise, qui doivent nous faire partager avec nos investisseurs. Et il faut des managements forts parce que ce sont eux qui vont se coltiner la gestion de l'entreprise. Dans le vécu, comment est-ce que vous avez perçu l'arrivée du... Si vous voulez, moi je me sens un peu dans la position de celui qui vient témoigner dans un congrès médical avec un peu je suis médecin et que je suis devenu chef d'entreprise un peu contraint forcé. Je suis devenu journaliste pour la liberté à laquelle j'aspirais, mais en fait ça m'a donné plus de pouvoir que de liberté. Et je suis devenu chef d'entreprise pour le pouvoir, mais en fait ça m'a donné plus de liberté que de pouvoir. Donc quand la cinquantaine est arrivée, j'aime pas le terme des baby boomers, mais il paraît qu'il est très à la mode. Je ne savais pas comment la cinquantaine arrive brutalement et je me suis dit comment on peut transmettre l'entreprise. Alors il y a la façon, j'allais dire prétentieuse, c'est s'acharner, il y a la façon égoïste, c'est vendre, il y a la façon égocentrique, c'est l'offrir à ses enfants. Et puis il y a la façon moderne et éthique qui me semblait être plutôt post-68 art, qui était de faire le LBO. Et donc je vis cette aventure-là, qui est une aventure extrêmement enrichissante et agréable. J'avoue que pour moi c'était la solution idéale. Je
Je suis désolé de paraître comme un flash de pub pour le LBO, mais malheureusement c'est ce qui se passe. Parce que toutes les conditions que j'ai entendues là à l'instant étaient réunies dans l'entreprise. C'est une entreprise qui est pérenne, qui crache. Il faut savoir que si l'entreprise ne crache pas, on ne rembourse pas la dette et ça ne va pas bien. Et surtout, en fin de compte, j'avais anticipé, sans m'en rendre compte, un management. C'est un métier un peu particulier, le métier de médecin journaliste. On est assez peu nombreux dans le monde à faire ce métier-là. La France est très connue pour ses French doctors qui vont faire de l'humanitaire, mais on a aussi créé le métier de médecin journaliste qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs. Et donc, j'avais une entreprise qui était faite de gens bien, mais je rajouterais, il faut un management, il faut un business plan, il faut une vraie idée, il faut aider son management. Ça, je ne l'ai pas encore entendu, mais il faut l'aider financièrement. Ça a été la chose la plus, qui a été la plus positive dans mon aventure. C'est-à-dire, il y a un moment, vous savez, quand on fait un LBO, on a la chance de connaître son opulence de son vivant. C'est-à-dire qu'à 50 ans, on se retrouve avec de l'argent, un peu d'argent, pas énormément, mais suffisamment pour se dire, en fin de compte, j'ai assez réussi dans la vie. Et donc, on le voit grâce au LBO. Mais on est face à des managers qui sont aussi pauvres que je l'étais quand j'ai créé mon entreprise. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il faut que les managers puissent monter de façon significative dans le capital. Et ça, c'est important. Donc, moi, je les ai aidés, parce que ça me semblait normal. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je peux vous assurer que je quitte progressivement l'exécutif, tout en restant le grand frère ou le surveillant général suivant les jours. Et c'est un vrai bonheur. Quand ça fonctionne, c'est un vrai bonheur. Maintenant, je pense qu'un LBO 1 nécessite un LBO 2, et j'espère peut-être venir témoigner de cette expérience-là dans le futur. Monsieur Lemoine, à juste titre, a évoqué la situation difficile du management vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de l'actionnaire qui sort. Il faut pas être trop exigeant parce que le management qui va prendre le relais n'est pas capable de payer et il faut l'aider, lui mettre le pied à l'étrier. Hein. Et puis, par ailleurs, vis-à-vis de l'actionnaire qui va rentrer, le management doit avoir à négocier sa position, son intéressement aux performances. Et ça aussi, si vous voulez, c'est un sujet extrêmement délicat. Donc, on ne fait pas un LBO dans n'importe quelle entreprise et dans n'importe quel management. À transmettre, hein, c'est pas une technique financière, c'est vraiment de l'art, c'est vraiment de l'art, ou de l'artisanat en tout cas. C'est pas une technique financière qu'on peut plaquer n'importe où, n'importe comment. Je crois que c'est ça le message principal. Par rapport à une opération qui existe, donc un management qui est extrêmement présent, où on voit que il faut déléguer, mais continuer à souffler le... Et en fait, quand on s'aperçoit, quand on fait un LBO qui est réussi, c'est que ça permet de prendre du recul, ce qu'on n'a pas forcément toujours quand on est chef d'entreprise. Et là, on voit beaucoup mieux les erreurs du management. Alors, c'est un équilibre subtil, hein. Il faut des gens bien de niveau. Il faut que le management ait conscience qu'il joue sa carte, et moi, je dois être conscient qu'il gère mon patrimoine. Donc c'est vraiment un équilibre subtil. Mais quand cet équilibre-là existe, c'est d'abord beaucoup plus plaisant, parce qu'on sort de la solitude, on se retrouve chef d'entreprise avec un management associé, et ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quand ça fonctionne. Donc, mais je pense que d'abord c'est vrai que toutes les sociétés ne peuvent pas faire un LBO. Bien sûr, depuis que je fais ce LBO, je suis inondé de copains qui m'appellent en disant je veux faire un LBO, comment on fait un LBO, combien t'as pris? Ça, c'est la première question. Combien t'as pris? Est-ce que tu continues à bosser? Deuxième question. Ben oui, j'ai pris pas beaucoup et je continue à travailler. Ça, c'est sûr. Mais par contre, ça m'a donné une vraie stratégie de sortie de l'entreprise. Et ça, c'est important. Et ça me différencie de mes... Par rapport au suivi, vous parliez tout à l'heure, vous disiez l'entreprise, pour être apte au LBO, doit être capable de cracher. Ben oui, si vous remboursez pas. Imaginez que... Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas... Les chiffres qui circulent sur les LBO me semblent assez fantaisistes par moment. On est dans un secteur qui n'est pas pauvre, on a un secteur avec une bonne rentabilité, et je ne vois pas comment on aurait pu vendre beaucoup plus cher, parce qu'on aurait eu une dette beaucoup plus importante, et comment... C'est tellement simpliste et évident à comprendre qu'on se rachète, on fait une dette, plus la dette est importante, plus on peut la rembourser. C'est la leçon de tous les achats agréés. Par rapport à la dette, oui.
Ça montre que justement, c'est pas une science, mais c'est un art. Je crois que c'est un art de bon sens. Il faut revenir indépendamment des concepts un peu anglo-saxons qui sont largement utilisés dans notre métier. C'est quand même un art du bon sens. Et deuxièmement, attention à l'endettement excessif, vous avez tout à fait raison. Souvent, on peut se dire, bon, l'entreprise est chère, il suffit de monter un petit peu le levier. Non, casse-gueule. C'est pas le levier, c'est-à-dire en s'endettant plus fortement. Certes, mécaniquement, c'est astucieux, mais il ne faut pas que l'ingénierie financière vienne se heurter au bon sens. Et c'est pas en remboursant la dette, par exemple, in fine, et en repoussant un paquet de choses plus tard, également qu'on assure l'avenir de l'entreprise. Surtout qu'il y a toujours une baisse mécanique la première année, qui est évidente, parce que qui dit changement de management, dit changement. Il y a quand même une mutation dans l'entreprise. On voit le patron emblématique qui est toujours là, mais il n'est plus là. Donc il y a un peu de nettoyage à faire. Le management qui arrive a toujours sa petite notion de ce qui aurait pu être fait que le patron n'a pas fait. Donc il y a fatalement. Donc, en fait, on a toujours une petite baisse de 10-15% de ce qu'on avait imaginé. Donc si on a déjà imaginé une dette trop élevée, effectivement, ça peut sans doute se récupérer les années suivantes. Donc ça, c'est pas les meilleurs points. Toute la partie de gestion justement des cash flows pour développer l'entreprise, de rembourser la dette également, mais également préparer la sortie. Enfin, de toute façon, si vous ne vous pas dans la LBO, c'est pas uniquement, faites pas une dette à eau, mais uniquement pour vendre. Vous prévoyez la vente, effectivement, votre opération LBO, mais vous devez avoir prévu à côté de la dette le développement de l'entreprise. Sinon vous allez pas croître de façon suffisante pour que le deuxième LBO soit intéressant. Car c'est toujours le deuxième LBO le plus intéressant. Je crois que l'idée de la culture cash est quand même quelque chose qui est assez prééminent dans les opérations de LBO qui doivent se monter, a fortiori quand elles sont déjà montées. Mais quand on donne un mandat les actionnaires sont d'accord pour céder l'entreprise sur la base d'un projet, il ne suffit pas de dire, voilà, on va donner un mandat. Il faut aussi un peu réfléchir le plus en amont possible sur la façon de la rendre la plus lisible possible pour les gens qui accompagneront le montage financier du point de vue bancaire, et pour rassurer le management qui revient en se disant, oulala, on va me mettre une dette de X fois l'EBITDA sur le dos, ça me fait peur, je n'arrive pas bien à voir par rapport au cash flow de l'entreprise comment est-ce qu'on va arriver à gérer tout ça. Donc il y a des choses quand même qu'il faut regarder le plus avant possible. Le plan d'investissement de la société doit correspondre à ses besoins, mais doit être assuré de manière raisonnable et je dirais aussi financé. Il y a des techniques de financement qui permettent en amont de lisser un peu les futurs free cash flow, excusez-moi, du plan de développement. Donc il y a des techniques de financement quand on fait un investissement immobilier ou informatique ou immatériel, on peut faire appel à des solutions de location plutôt que d'endettement, par exemple. Il y a des choses qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est tout le pilotage du BFR, parce qu'on peut avoir un peu tendance, quand on va à la session, effectivement, de maximiser la rentabilité enfin, on a tendance naturellement à maximiser la rentabilité de l'entreprise, mais il ne faut pas que ce soit au dépend des facteurs de trésorerie constituant le BFR. Il ne faut pas surstocker pour pouvoir faire une super année de vente au dernier trimestre et plomber la trésorerie et la lecture des futurs cash flows de l'entreprise. Donc il y a quand même des aspects à veiller, je dirais, en amont. Quand on a pris la décision d'appuyer, quand on appuie sur le bouton pour faire un LBO, il y a quand même au moins 18 mois, je pense, en amont, des choses qui peuvent être menées pour optimiser cette session pour le bien des actionnaires cédants et pour le bien du management qui va revenir et qui va piloter ce cash. Au moment où vous arrivez dans la phase de processus de sortie même, très concrètement, comment ça va se dérouler, quels sont les outils qui vont être mis en place? On attaque un petit peu après le témoignage de Jean-François Lemoine, des aspects un petit peu plus process. Donc là, effectivement, c'est quel process on adopte et qu'est-ce qu'on utilise comme outil. Aujourd'hui, il y a des choses qui se développent de plus en plus, qu'on appelle les diligences pré-acquisition, les VDD. Et puis il y a la data room dont a parlé Jean-François, mais je vais peut-être laisser Daniel Platude développer ces points-là. Notre métier, on a vu une évolution assez forte. Je veux dire, il y a 15 ans, quand un vendeur
un peu trop tard pour l'aider. Aujourd'hui, je dirais sur une dizaine d'opérations, il y en a 2 qui sont plutôt des conseils dirigés vers des vendeurs et des vendeurs qui sont in bonne mise pour les entreprises en croissance et qui veulent qu'on les assiste dans les transmissions. Donc on a une mutation de notre métier, c'est-à-dire que les vendeurs d'entreprise se professionnalisent, qu'il s'agisse d'opérations de sortie par LBO ou de sortie industrielle. Alors pourquoi? Parce que je pense que tout le monde a pris conscience qu'une session, ça se préparait. On a l'habitude de dire que c'est 2 ans avant. La réalité, c'est que c'est souvent 6 mois avant. Mais il y a quand même un délai minimum de préparation. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous convainquiez un investisseur potentiel que ce que vous lui montrez est réel et surtout de la création de valeur potentielle. C'est d'une part une information financière qui est à peu près canalisée parce que vous avez un expert comptable, un commissaire aux comptes et des publications de comptes, mais peu d'informations qui sont tout aussi importantes que l'information financière. Celles-ci sont généralement peu. Encore des cas où il n'y a même pas de données financières représentatives. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un spin-off, d'un carve-out, et que l'entité que vous essayez de céder n'a jamais existé en tant que telle, en tant que société pure. En plus, si vous souhaitez faire un LBO, vous vous adressez à un acheteur qui présente des particularités dans ses demandes. Ça ne va pas être un industriel qui connaît bien votre métier et qui ne va pas vous demander beaucoup d'explications sur votre stratégie, votre mode de production, vos équipements. Ça va être un financier qui ne peut compter que sur les richesses qu'il va trouver à l'intérieur de l'entreprise et qui ne peut pas compter sur ses synergies propres. Et qui en plus parfois connaît assez mal les grandes composantes de votre métier. Ensuite, c'est un financier aux côtés duquel vous allez lever de la dette. Par conséquent, ce qui l'intéresse, et on en a parlé abondamment, c'est d'être sûr que cette dette peut être assise sur des cash flows futurs. Donc il ne s'agit pas de promettre une rentabilité à 10 ans, et il faut quand même avoir des cash flows tous les ans qui soient en phase avec les remboursements de fonds que l'on va lever. Ensuite, le fonds d'investissement qui va rentrer à vos côtés, il ne souhaite pas vous suivre éternellement, il souhaite vous accompagner 3 ans, 5 ans, et après le voir sortir. Donc il faut le rassurer sur des perspectives de sortie. Et ensuite, parfois, on se rend compte que les dirigeants connaissent une partie de leur entreprise, mais n'ont pas une vision tout à fait globale des risques et des valeurs qu'elles peuvent receler. Et notamment en termes de risques, il peut leur être agréable qu'il y ait des professionnels qui les accompagnent, parce que des risques peuvent ne pas pouvoir être réglés, mais certains peuvent être réglés préalablement à la session. Ce n'est pas la peine d'inquiéter un investisseur potentiel pour des risques qu'on peut facilement faire disparaître. Donc c'est pour ça que sont nés des mots qu'on emploie toujours maintenant lorsqu'on prépare une session, que sont vendor due diligence, data room, qui sont des mots qu'on ne s'est jamais donné la peine de traduire. Ça peut donner une impression d'initié. C'est comme le Da Vinci Code. On est au mot anglo-saxon codé. Bon, ceci étant, ça recèle des réalités qui sont assez simples. C'est de dire finalement, plutôt que d'aller directement voir les fonds ou de passer par un intermédiaire qui va produire un info-mémo qui est assez squelettique, est-ce qu'il n'est pas mieux de préparer déjà, au-delà de l'info-mémo, lorsqu'il y aura des marques d'intérêt des fonds, un document qui sera un document qui présentera de manière synthétique les forces, les faiblesses de l'entreprise, de manière, je dirais, honnête, pour que l'investisseur puisse éviter de faire lui-même un outil très très approfondi et se faire une idée déjà à la lecture de ce document sur ce qu'il peut acheter. Donc ça a un grand intérêt quand même pour celui qui veut vendre, même si on peut penser que ça a un certain coût au départ. Je crois que finalement l'expérience montre qu'on s'y retrouve à la rue. Donc un certain nombre de vendeurs vont avoir l'habitude de demander ces fameuses vendor due diligence. Alors il n'y a pas de normes sur ce que sont à lire pour un acheteur en termes de contenu. Donc, vous
dirais qu'il y a un minimum qui a été défini et auquel on pense toujours, que sont les due diligence de type financier. C'est-à-dire qu'on va demander à un professionnel qui est souvent un cabinet d'audit de regarder la pertinence des résultats historiques, parce que même si l'investisseur n'achète pas l'histoire, ça le rassure de savoir que l'histoire a été joyeuse plutôt que catastrophique, ou de voir quels sont les ferments qui peuvent exister dans l'histoire si on parle d'une entreprise en retournement. Quelles sont les performances historiques, mais pas seulement celles qu'on trouve dans les comptes, mais une analyse en disant quelle est la pérennité des performances que l'on trouve dans les comptes en termes d'EBIT, d'EBITDA, de cash flow et de récurrence de tout ça. Alors avec des cas assez simples, complexe où franchement l'intervention d'un professionnel est quasi indispensable, qui sont les cas où vous partez d'une entreprise qui n'existait pas et vous proposez une solution de carbone à un investisseur. Là, il souhaitera être rassuré sur finalement on crée une société de toutes pièces, qu'est-ce qui se passe en standalone, quels sont les vrais besoins en fonds de roulement, toutes données qui n'existent pas du tout dans des données comptables. Alors, ce qu'on voit très souvent, c'est que ce contenu des due diligence, il n'est pas uniquement financier, parce que si l'entreprise, sa qualité se résumait à des chiffres, ça serait des comptables, ce seraient des gens beaucoup plus intéressants que financiers. Donc, très souvent, on étend ces due diligence à d'autres spécialités. Alors, on peut vous en faire un inventaire à la travers, on va essayer d'être court et puis de voir dans quel cas les investisseurs vont préférer qu'on évoque des thèmes plutôt qu'un autre. Et comme le disait Dominique Noublet, on est plutôt dans la haute couture et pas dans le sur-mesure. Donc à chaque fois, il y a une réflexion pour définir qu'est-ce que l'on recherche à l'intérieur de l'entreprise qu'on va vendre, quels sont les points forts qu'il faut pouvoir démontrer et mettre en valeur. Donc assez souvent, on demande un audit stratégique et ça ne se passe pas certainement le plus souvent, soit lorsque l'entreprise est réellement sur une niche et que les investisseurs peuvent se demander quelle est la pérennité de la niche par rapport à l'évolution d'un marché, soit lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui est en retournement, c'est-à-dire qu'il y a eu des performances en demi-teinte dans le passé et qui pense être à un moment de point d'inflexion de son business plan. Si vous voulez vendre à un fonds une entreprise dont la valeur est surtout justifiée par une valeur terminale importante et pas par les cash flows des 2 premières années, vous avez franchement intérêt à bétonner l'aspect revue stratégique pour que l'investisseur soit convaincu de la chose. Bon, il y a également dans les thèmes qu'on peut traiter la partie ressources humaines. Alors, je dirais de deux manières. Il y a l'aspect conformité au droit social. Aujourd'hui, chaque fois qu'on mène un audit social, on se rend compte que les entreprises les plus vertueuses ne sont jamais en conformité avec la réglementation sociale, qui est une réglementation fluctuante et qui découle autant des textes législatifs que de la jurisprudence, qui a tendance dans cette matière au revirement. Donc, le premier volet, c'est se mettre en conformité avec le droit social. Si on peut le faire avant la session, c'est plutôt un plus, parce que le droit social, ça interpelle toujours un peu les investisseurs. Deuxième volet, c'est la technique de gestion des ressources humaines. Est-ce que vous avez une technique de gestion qui assure une pérennité de l'entreprise? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Et ça prépare un petit peu également le passage important qui est de dire quelle est l'équipe de cadre, de management qui va être associée à l'opération de LBO. Je crois que c'est le moment de réfléchir à quelles sont les techniques qu'on va pouvoir mettre en place pour aller plus loin en se et tout ce qui est relations contractuelles. Est-ce que finalement le carnet de commandes qu'on a est suffisamment juridiquement ficelé? Est-ce que lorsqu'on vend la présence d'un client à long terme, est-ce qu'il ne peut pas partir brutalement et le fonds de commerce s'écouler? Est-ce qu'on n'a pas des clauses de garantie qui sont un petit peu dangereuses pour l'entreprise et qui pourraient atténuer pour le futur? C'est l'occasion de remettre à plat pour l'entreprise tout ce qui est relations fournisseurs, relations clients, et de voir s'il peut y avoir des risques identifiés.
Donc on peut continuer assez longtemps cette liste, parce que chaque entreprise a vraiment des points forts, et si ces points forts, il convient de faire valider, je pense, par les professionnels. Donc l'idée générale de ces VDD, c'est qu'à la fin, vous allez avoir un document qui est certes un peu épais, mais qui va éviter à un investisseur d'envoyer ses propres équipes ou ses propres auditeurs, qui ça va lui coûter un petit peu de temps, un petit peu d'argent, sur une documentation qui risque d'être hétérogène. Donc l'hétérogénéité, ça peut décourager l'investisseur qui va devoir chercher un trésor dans une data room un petit peu trop vaste. Et ça peut également nuire aux vendeurs parce que très souvent, spontanément, les différentes informations qui viennent des différents services et sociétés ne sont pas homogènes. Et l'hétérogénéité crée le doute, et le doute détruit un petit peu la valeur de ce que vous pouvez espérer tirer de l'entreprise. Autre point important quand même, je pense que c'est la confidentialité de ces VDD, c'est-à-dire que vous avez un filtre de professionnels qui va regarder dans le détail votre information, mais qui ne va pas être obligé de la traduire de manière nominative et explicite vis-à-vis des investisseurs. C'est-à-dire qu'un cabinet comme le nôtre ou d'autres vont filtrer les informations, les restituer sous un format anonyme, mais en garantir en quelque sorte l'existence de la source qui rassure l'investisseur et ce qui ne déshabille pas trop le vendeur. Donc, vous évitez quand même des outils trop approfondis, des fonds d'investissement qui vont déjà trouver un niveau d'information assez important au travers de ces VDD. Donc globalement, ces VDD ont tendance à améliorer assez fortement le rapport de force que vous pouvez avoir. Et on le voit dans la typologie des clients. Je vous disais, il y a 15 ans, on ne faisait pas de VDD. Aujourd'hui, on en fait souvent. Et on descend, je dirais, de plus en plus en gamme d'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, on en faisait soit dans des situations complexes de carve-out, vraiment il fallait valider des chiffres, ou d'entreprises où le groupe lui-même devait se constituer pour la session ou pour recréer un périmètre de consolidation. Aujourd'hui, on en fait de plus en plus pour des structures plus simples, parce que finalement, les fonds recherchent assez ce genre de consultation pour recueillir leurs témoignages, et que ça simplifie, je pense, la vie du vendeur. Alors, effectivement, la suite logique de cela, mais ça peut exister indépendamment, c'est l'organisation de data room, c'est-à-dire que vous allez, au sein d'une même pièce, mobiliser l'ensemble des informations qui vous apparaissent utiles pour l'entreprise, ce qui évite, dans un premier temps, le contact frontal entre vos équipes internes et les gens qui vont devoir recueillir des informations. Ça peut être très lourd pour les équipes internes et un peu déstabilisant, surtout si vous souhaitez garder une confidentialité à un moment sur l'opération. Et ça vous permet également, par le jeu des questions-réponses qui sont généralement gérées soit par les avocats, soit par les organisateurs d'Altaro, de percevoir un peu la sensibilité de vos candidats repreneurs. Et parfois, au travers des questions qui sont posées, vous allez être amené à pouvoir faire une sélection des gens avec lesquels vous allez avoir envie de travailler, et ceux dont les questions ne vous plaisent pas forcément. Ça peut être déjà un critère pour vous si vous êtes la chance d'être très très courtiste. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes de technique de session et de leur évolution. Alors bien évidemment, ce que vous dites un petit peu désincarné, parce que là on parle de papier, de documentation, etc. Je pense que la phase suivante, mais c'est pas moi qui serais capable de vous en parler, c'est effectivement qu'on arrive à des contacts qui soient beaucoup plus approfondis entre managers et investisseurs potentiels pour voir si réellement, une fois les investisseurs satisfaits des chiffres, il y a matière à faire de la route ensemble. J'étais exactement dans la situation où vous devez vous trouver quand vous allez chez un radiologue et que vous lisez le compte rendu de radiologie. Vous dites on a fait tout ça effectivement, et c'est vrai que ça se passe comme ça, et que c'est important ce que vous avez dit de l'histoire du contact qu'il y a en finale avec celui que vous allez choisir. Parce que c'est vrai que quand vous avez plusieurs organismes, les questions sont souvent différentes. Mais oui, vous avez décrit parfaitement la façon dont ça se produit, et c'est une chose importante. Je me suis toujours demandé, je n'ai pas encore la réponse, sur quelle confidentialité on doit garder à l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est vrai que la data room permet
d'éviter des contacts, mais il y a un moment où on sait qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas encore très bien quel meilleur moment pour que l'entreprise soit au courant de ce qui se passe. C'est la chimie qui va naître, qu'il faut faire naître entre l'actionnaire et le management. On n'ouvre pas son capital, on ne va pas rentrer dans son intimité actionnariale, n'importe qui, uniquement en se fondant sur un problème de prix. Certes, le prix c'est important pour le vendeur, mais s'il ne cherche pas à maximiser, à optimiser, s'il cherche à donner un coup de main à son management, il ne va pas non plus maximiser le prix, pas nécessairement maximiser le prix. Et par contre, le management qui reste dans l'entreprise, il doit trouver l'actionnaire qui correspond bien à sa culture propre et à la culture de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que autant dans que nous sommes, et des entrepreneurs industriels qui gèrent l'entreprise. Et si cette association repose uniquement, pardonnez-moi, bien sûr, des chiffres sur les data rooms, c'est un petit peu comme si il n'y avait que les mariages de réseau et qu'il n'y avait pas le mariage de data. C'est tellement vrai qu'en fin de compte, moi j'ai pas choisi le mieux-disant. J'ai choisi... Non, j'ai choisi celui qui respectait le mieux mon management. En particulier, le mieux-disant m'a ulcéré quand il m'a dit « ils ont qu'à emprunter, merde, à leur âge, ils ont qu'à emprunter et tout ». Je suis désolé, moi, 15 ans avant, je ne me serais pas senti être capable d'emprunter, expliquer à sa femme qu'on rachète sa propre boîte. Et c'est vraiment très compliqué. Et si vous ne mettez pas dans la peau de votre management et que vous dites après tout, tiens, lui me propose un peu mieux, à mon avis, là, vous allez à la catastrophe parce que, évidemment, le management vous plante dans l'année qui suit. Merci. Quelques questions dans la salle? Bonjour, vous avez la salle de Crop de Botiux. Je m'interroge sur notamment la mise en avant de la grandeur du diligence, puisque si apparemment, effectivement, elle réduit les délais de session et elle permet d'optimiser la valorisation des vendeurs, logiquement, qui dit meilleur prix dit une augmentation du risque quelque part. Je voudrais savoir qui prend le risque quand il fait une VDD. Est-ce que c'est le conseil qui fait la VDD, les membres de l'entreprise ou les actionnaires? Partant de ça, je trouve que le phénomène d'accroissement des nombres de vendeurs du diligence aussi éloigne la préoccupation du management et du rapprochement de la culture entre la culture d'entreprise et du niveau d'actionnaire, même si je suis heureux de voir que je pense que le One est un bon contre-exemple. Le fait de faire un dossier de LBO et de faire tout ça, c'est une vraie réflexion sur l'entreprise, parce que en fait, si vous voulez, moi, le délai de 18 mois est peut-être un peu excessif, mais enfin c'est un certain délai. Et il y a toute une phase de réflexion qui se fait avec, en face de vous, quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de... Bien sûr, on a oublié de dire que tout ça coûte cher au total. Hein. Bon, on va être public là-dessus, mais il y a un prix à tout ça. Mais c'est vrai que cette phase-là, elle est bien plus importante que je ne l'apercevais au départ. Effectivement, il y a un problème de coût. Et pour répondre à votre question, il y a aussi un problème de dosage, parce que les due diligence, les VDD, elles sont plus ou moins poussées ou plus ou moins fortes. Donc c'est au vendeur de trouver le bon dosage qui permettra aux acquéreurs potentiels de bien pouvoir appréhender rapidement et de bien lire en première lecture le dossier, quoi, j'allais dire, pour ensuite pouvoir continuer dans son opinion intime sur le business et sur son accord avec le management. L'idée, effectivement, c'est pas de faire le travail à la place des acquéreurs. Je crois que ce serait plutôt contre-productif. Donc il y a des niveaux de diligence à pas trop dépasser. Je voudrais poser une question à M. Louvelet. Dans son introduction, il parlait du conflit d'intérêts qui peut exister entre le management et l'actionnaire vendeur. Je suppose qu'il fait allusion au fait que le management, s'il se positionne comme acheteur avec des partenaires financiers, souhaite acheter à un prix relativement bas. Comment gérez-vous ce conflit dans la pratique? C'est un conflit, j'allais dire, de bon sens. Hein. Il y en a un qui est acheteur, l'autre qui est vendeur, et par définition, les intérêts ne sont pas les mêmes. Le problème est de savoir ce qu'il y a dans la tête du vendeur. C'est ce que disait monsieur Lemoine. Hein. Où le vendeur veut faire un coup et il va maximiser. Voilà, il fait un mauvais cadeau, j'allais dire, à son management en maximisant le prix, ou
où il veut l'aider à reprendre le relais, à reprendre le flambeau, il aura quand même la satisfaction d'une entreprise qui va rester pérenne. Hein. On est tous attachés, quand on a créé des entreprises, à la pérennité. Donc là, ça implique quand même des efforts. C'est une question plus, je vais dire, pour moi que pour M. Louvet. Si vous attendez que ce soit le financier qui règle ce problème-là, c'est la catastrophe. Le problème doit être réglé bien avant l'arrivée du financier. C'est clair que c'est un débat mature entre un chef d'entreprise et son management. Si c'est simplement un jour le chef d'entreprise qui arrive avec une solution de LBO sans en avoir parlé à son management, c'est même pas la peine, ça n'existera pas. Donc c'est vraiment un débat interne à l'entreprise et la décision est prise que l'on va faire un LBO. Donc on a discuté avant. Et c'est vrai que quand on se respecte, on dit attendez, parce que s'il y a une chose, vraiment le manager et le dirigeant connaissent parfaitement la valeur de l'entreprise. Donc on ne peut pas se bluffer. Je voudrais intervenir sur un point qui est extrêmement important. On a parlé de LBO, on n'a pas parlé de LBI. Et on n'a pas parlé de gestionnaires externes. Peut-être assez largement, parce que notre expérience ici, et surtout une expérience d'entreprise moyenne, où, soyons clairs, les LBO se font avec le management en place, qui connaît l'entreprise, qui est intégré à sa culture, que, hélas, dans les entreprises moyennes, l'apport d'un manager extérieur est quand même un risque supplémentaire qui n'est pas toujours surmonté. Il y a beaucoup d'échecs de LBI, etc. Ce qui montre justement le lien avec les dirigeants, avec le management de l'entreprise et le vendeur qui les a amenés jusque-là. Merci à vous.